Bonsoir, merci d'être venu ce soir à cette réunion publique. Les intervenants ont un tout petit peu de retard parce qu'il y a une réunion à la mairie du 15e, mais ils ne vont pas tarder. Donc on va procéder à l'envers. On va commencer par la fin de la réunion normalement. Donc je vais commencer par vous présenter Grégoire Chiriac, qui ce soir remplace la présidente Marie Offray, qui vous présente ses excuses, mais elle n'a pas pu être là ce soir. Donc je vais passer la parole à Grégoire, qui est conseiller de quartier titulaire. Bonsoir à tous. Donc, je vous remercie d'être là ce soir. Je vais commencer ce conseil de quartier avec une annonce. Ça a été voté, c'est bon, c'est enfin. Comme on arrive au terme de 3 ans de mandat, donc il y aura un renouvellement des conseillers de quartier en octobre prochain. Donc voilà, c'est notre dernier conseil de quartier. Notre conseil de quartier. Et au terme de ces 3 ans, on a eu l'occasion de voir les problèmes remonter, un petit peu observer. Il faut savoir qu'il y a un budget de fonctionnement qui a lieu chaque année pour organiser la fête du 15e et diverses manifestations. Et il y a aussi un budget d'investissement qui est de 8 200 €, je crois, par année. Et donc, au terme de ces 3 ans, on a voulu formuler des propositions pour l'investissement à partir de ce qu'on a observé, de ce qui a été remonté, ce que vous nous avez remonté. Et donc, les 3 propositions qui ont été validées par le Conseil sont des jardinières pour la place Cambronne. Donc, c'est une place très minérale et l'objectif, c'était de mettre un peu plus de verdure et aussi pour réduire l'effet de chaleur l'été. Donc ça avait été refusé en budget participatif, c'est pour ça qu'on le propose avec le conseil de quartier. On a aussi le projet de mettre des panneaux de vie de quartier. Donc ce serait éventuellement place Cambronne, éventuellement au croisement de la rue Le Courbe et de la place Cambronne. L'idée étant d'avoir un panneau d'affichage où on retrouve toutes les informations utiles à la vie de quartier. Donc quand il y a les conseils de quartier, quand est-ce qu'il y a des réunions publiques, quand est-ce qu'il y a des fêtes de quartier, des brocantes. Donc voilà, ne pas avoir à chercher sur le site de la mairie ou chercher dans ses mails, mais juste en se promenant, avoir toutes les informations nécessaires sans complication. Et enfin, le dernier projet, c'est un mur d'escalade dans le square de l'oiseau lunaire. Donc c'est sur un des pignons qui borde le parc. Donc voilà, c'est un petit mur d'escalade pour les enfants avec un revêtement en gomme pour éviter toute chute. Et donc voilà, c'est ce qu'on a formulé. Ça a été validé et maintenant, évidemment, on va attendre l'approbation de la mairie de Paris. On va aussi prospecter pour voir si les lieux sont bons et si tout est faisable. Mais voilà, on était contents. Et je vais en profiter pour remercier tous les conseillers. Ils ne sont pas tous là, mais je vais les remercier maintenant, avant la réunion, tous les conseillers de quartier qui, pendant ces 3 ans, se sont réunis, on s'est concertés, on a discuté, on a été investis, on a eu plein de réunions. Et donc, je voulais les remercier pour ces 3 années d'investissement. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est un petit mot donc à Claire, Lionel. Merci beaucoup en tout cas. Alors, je voulais juste parler d'un sujet complètement différent, mais tous les mois, nous avons une réunion au commissariat du 15e qui concerne plus particulièrement donc, notre quartier. Et donc, on se réunit avec les membres du commissariat, la police municipale en général, et la cellule d'écoute et de traitement des doléances. Donc, je voulais vous rappeler qu'au cas où il y ait des problèmes de sécurité, d'incivilité ou autres, il y a plusieurs possibilités pour contacter soit le commissariat en faisant le 17, soit la police municipale en faisant le 3975, soit la cellule d'écoute et de traitement des doléances qui concerne plus particulièrement les incivilités ou les délits à répétition. Si vous avez des problèmes de jeunes qui font du bruit ou des problèmes de trafic de drogue dans un, ce qui peut toujours arriver, dans un square ou ce genre de problèmes. Sinon, pour ce qui est de ces réunions, donc je pense qu'après la police municipale va prendre la parole un peu pour expliquer qu'elle va peut-être avoir des moyens supplémentaires.
Sinon, en ce qui concerne ces réunions, on aborde un peu tous les problèmes, que ce soit des problèmes de drogue, de SDF, de circulation, d'incivilité sur la voie publique, etc. Donc si vous pouvez faire remonter des choses, s'il y a des problèmes ou des situations dont vous voulez parler, voilà, il ne faut pas hésiter. Attendez, on va vous donner un micro. Oui, enfin, vous pouvez prendre mon adresse mail et à ce moment-là, je peux faire remonter les informations. Oui. Donc je vous donnerai. Oui. Oui, oui, je sais très bien. Oui, je connais bien les. Oui. Je vous donnerai mon adresse mail et comme ça, vous pouvez me contacter. Oui, je me doute. Ben, on pourra être en contact si vous voulez. À la fin de la réunion, je vous donnerai mon mail. Comme ça, on pourra discuter ensemble. La dernière chose, c'est que donc au commissariat, on nous a plus particulièrement parlé, comme ça va être l'été, que pas mal de gens vont partir, de la mission de prévention et de consultation, qui est en fait un service gratuit. Le syndic de l'immeuble doit faire la demande pour voir, évaluer les faiblesses des bâtiments, pour voir s'il y a des aspects du bâtiment qui pourraient être améliorés pour éviter les cambriolages et ce genre de choses, ou les dégradations. Voilà, c'est à peu près... Alors si c'est bon, Claire, je vais en profiter pour faire un petit rappel, parce que je pense que ceux qui l'ont vu pour le parc de Cambronne, il y a eu un rappel au règlement, donc lié à des plaintes à répétition au niveau des chiens qui détérioraient le parc et qui gênaient les usagers. Pour les habitants et les riverains, vous avez dû voir des panneaux qui ont été installés, rappelant que les chiens doivent être tenus en laisse. Et qu'ils ont interdiction d'aller sur la pelouse. Il y a un grillage qui a été mis à cet effet et d'ailleurs la pelouse a très bien repris et on s'en félicite. Mais donc voilà, ça a été une demande des riverains. Il y a eu une réponse de la mairie, donc on leur remercie. J'ai pas écouté votre question, excusez-moi. C'était sur les chiens en laisse dans les squares, c'est ça? Oui, alors justement, ça tombe bien, il va y avoir Laurent Racapé qui s'occupe des espaces verts, adjoint au maire, chargé des espaces verts et de la condition animale. Et je pense que là, il pourra répondre effectivement à toutes vos questions, parce qu'il y a un vrai sujet sur les parcs canins, en fait, dans le 15e. Et je crois qu'il a fait faire, donc je ne vais pas parler pour lui, parce que c'est ses délégations, il a fait faire des études de faisabilité, justement, parce qu'il était question du square Cambronne, si je ne me trompe pas, et d'autres squares aussi dans le 15e, parce qu'effectivement, les gens qui ont des chiens ne savent pas où les promener, donc c'est assez compliqué. Mais je préférais que ce soit lui qui réponde à toutes ces questions, parce que c'est vraiment lui qui est pointu sur ce sujet. Est-ce que vous vouliez prendre la parole pour expliquer peut-être un peu comment fonctionne la police municipale et quelles sont ses interventions, en attendant qu'arrivent Anthony Samama et Henri pour la délégation précarité? Alors bonjour, moi c'est Sébastien Kelanga, donc je suis chef de service dans le 15e. Et par rapport aux effectifs, donc je ne sais pas si c'est ces effectifs-là que vous parliez, mais on a reçu 6 nouveaux agents en soirée. Donc ce qui porte la brigade de soirée quand même à peu près 20 agents. La brigade de soirée, elle s'arrête jusqu'à minuit, donc 23h45, minuit. Et spécialement dédié pour le 15e, parce qu'après c'est la mairie centrale qui reprend le relais pour la nuit, avec la brigade de nuit du coup. Et donc nous pour le 15e on est en soirée, puisque c'est plus en soirée où les faits se produisent. On a réussi à monter l'effectif à 20. Et de mémoire, on est l'arrondissement qui a le plus d'agents en soirée. Voilà. Comme on vous le disiez, pour nous contacter, donc c'est essentiellement le 3975. Ou sinon, vous pouvez aussi faire les DMR dans ma rue et expliquer quel est votre souci. Et ça nous est directement transféré dans le 15e,
ou sinon voir avec vos élus locaux. Et lorsque vous faites le 39-75, en journée, vous êtes rebasculé à la police municipale. Et à partir de 20h, normalement, à partir de 20h, ça va directement à la police municipale. Donc il n'y a pas d'intermédiaire à partir de 20h, ça va directement à la police municipale, au central, qui, eux, nous transfèrent les demandes que vous faites. Voilà. Après, par rapport aux missions sur Cambronne et aussi les jardins où il y a beaucoup de chiens, on nous a demandé, nous aussi, de passer plus régulièrement. Et donc aussi, on passe plus régulièrement pour déjà prévenir les promeneurs de chiens que c'est pas autorisé. Et forcément, il y a aussi une phase de verbalisation qui est des fois nécessaire pour faire comprendre les choses aux contrevenants. C'était tout, il me semble. Comment ? C'était ça les questions. Oui, les missions de la police municipale et comment vous pouvez agir et quels sont vos moyens en fait. Si vous en avez, j'imagine qu'ils sont tout à fait différents de la police nationale, mais du coup vous avez quand même des moyens d'action. Et si vous étiez nombreux dans le quartier pour pouvoir justement aider les riverains, c'était ça le sens de ma question, oui. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Oui. N'hésitez pas, on va profiter de ce petit moment d'attente pour, si vous voulez faire remonter certaines choses, certaines remarques, parce que comme vous l'avez vu, on essaie d'apporter des solutions avec Valérie qui est ici, donc voilà. Moi, j'aimerais savoir ce qui est exactement ce bâtiment rue Émile Zola, Bionome ou Bio quelque chose, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce bâtiment très moderne. Ces nouveaux bâtiments. Là. Je voudrais savoir ce qu'il y aura dedans et si le parc sera privé ou public, etc. Alors, il est... Comment ? Alors, c'est privé, oui, mais je sais pas, je pense pas qu'on aura accès à l'intérieur parce qu'il y a des grands jardins. Et c'est une entreprise. On aura peut-être un local pour des associations. C'est possible. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais effectivement, c'est privé. Non, c'est pas un accès jardin public en fait. Voilà. J'entends pas ce que vous dites. Excusez-moi. Je pense qu'il y a la banque postale, il me semble, qui va se mettre dedans, et puis d'autres. Tout à fait, oui. Mais effectivement, il n'y aura pas d'accès à l'intérieur. C'est vraiment privé en fait. Quel est le mail Dans ma rue ? C'est l'application Dans ma rue. C'est une application. C'est une application. Ce qui permet de signaler des problèmes de voirie, de propreté. Vous tapez Dans ma rue et vous le trouvez. Oui. Alors c'est une application et vous pouvez aussi aller sur paris.fr aussi. J'ai oublié de le dire, mais vous avez aussi paris.fr pour faire remonter les incivilités, tout ce que vous avez besoin de faire remonter. Et vous avez aussi Dans ma rue, et ça, Dans ma rue, c'est une application. Et lorsque vous faites par paris.fr, donc lorsque vous faites remonter des problèmes ou des incivilités par paris.fr, ça suit exactement le même chemin. Ça nous est transmis et après, on a un délai de réponse aussi. Donc vous aurez forcément une réponse par rapport aux problèmes rencontrés. Je crois que les intervenants arrivent. Je vous demande 5 minutes de patience. Ils sont dans la rue. Excusez-moi, je voulais m'assurer que le 39-75 était gratuit. Oui. Oui, tout à fait. Juste, je voulais poser une question à monsieur de la police municipale parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait certains policiers qui seraient équipés de sonomètres pour éventuellement mesurer s'il y a des nuisances sonores excessives, parce que c'est quand même un problème aussi, les nuisances sonores, en plus des rodéos. Alors pour les nuisances sonores, en fait, les sonomètres qu'on devrait avoir, c'est pour les véhicules. Donc c'est plus pour le routier. Mais les nuisances sonores à proprement dit, on n'a pas besoin de sonomètre.
À partir du moment où ça dérange les riverains ou les usagers, c'est déjà une nuisance sonore, donc on peut déjà verbaliser et intervenir. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'avoir un sonomètre pour dire à la personne qu'elle est en infraction, ou la personne ou l'établissement. À partir du moment où ça dérange le voisinage, c'est une infraction. Dans le cas où c'est un établissement, je crois que c'est lui qui est responsable du niveau sonore. Pour une terrasse, par exemple, qui ferait trop de bruit, c'est l'établissement qui est responsable, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est dans le cas d'un établissement, on va pas, on fait d'abord de la prévention. On explique aux usagers et aux tenanciers les tenants et les aboutissants. Et après, on lui explique bien que, vu que c'est son établissement, c'est lui qui sera verbalisé. Donc très souvent, à force d'être verbalisé, à un moment donné, il fait attention à sa clientèle pour pas qu'elle crée de nuisances sonores. S'il vous plaît, il y a une sirène de temps en temps qui sonne 3 minutes toutes les, je sais pas moi, toutes les 10 minutes. C'est certains jours, ça n'arrête pas. Ça peut être une quarantaine de fois, et même le dimanche, comme quand il y a une voiture mal garée. Dans la rue Cambronne. À quel endroit? On l'entend. À quel niveau? À quel numéro? Oui, style Cambronne vers le Courbe. Je ne sais pas moi, quelque chose comme au numéro 50 à peu près. Alors, pour ce genre d'infraction, c'est une autre procédure, puisque on n'a pas vraiment l'endroit. Il faut qu'on puisse trouver l'endroit. Il faut qu'on puisse aussi faire pas une enquête, mais comme une enquête, pour vraiment dire que c'est telle personne qui est en infraction, et à ce moment-là, on peut verbaliser. Mais il faut déjà qu'on soit saisi du problème, pour qu'on puisse envoyer les agents qui s'occupent aussi. On a aussi un pôle qui s'occupe de ça, qui s'occupe aussi d'aller vérifier les nuisances sonores, les nuisances lumineuses. Donc ce problème-là vient et rentre dans leur affectation. Moi, je voudrais savoir quand seront finis les travaux là, qui sont au coin de la rue Cambronne et la rue Villacroix-Niver, et que deviendra cette dalle en béton qui a été coulée sur la rue là, pour mettre une grue et qui ça bouche à moitié la rue, quoi. Donc... C'est à quel niveau vous dites la dalle en béton? Elle est sur la rue carrément. Ouais, sur la route. Oui, très bien, je vois. Villacroix-Niver. C'est le chantier, en fait. Vous savez quand ce sera non, mais j'ai terminé renseigné, le je vous chantier? dirai. Je ne sais pas du tout, non. Je vous le dirai. À la dalle? Oui. De l'amiral Roussin, oui. Oui. Oui, une partie des... Oui, peut-être. Je me renseigne, je vous dis ça. Pas de problème. On va peut-être commencer notre... Oui. Juste sur les travaux du 21-23 Amiral Roussin menés par Paris Habitat, avec effectivement l'ascenseur qui est en train d'être finalisé, et l'emprise de l'escalier qu'on a réduit justement parce que c'était un des endroits où stagnaient énormément de jeunes, donc on a voulu réduire cet espace-là. Les travaux ont pris beaucoup de retard. Il se trouve qu'au moment où on a creusé, où Paris Habitat a creusé pour construire cet ascenseur, ils ont découvert qu'il y avait un certain nombre de tuyaux en dessous qui rendaient plus difficile la construction de l'ascenseur. Là, on arrive au bout du tunnel et a priori, d'après les dernières informations que j'ai eues, d'ici environ 2-3 semaines, ça devrait être finalisé. Donc on est vraiment dans le la toute dernière partie de ces travaux-là. Et ensuite, il y aura évidemment un grand plan de réaménagement de la dalle du 21-23 Amiral Roussin, avec ce qu'on appelle de la prévention situationnelle, un certain nombre de choses pour améliorer la sécurité des habitants à cet endroit, une végétalisation, des accès qui seront fermés en partie. Donc voilà, il y a un plan qui est très large du 21-23 Amiral Roussin mené par Paris Habitat, et plus spécifiquement cette entrée-là qui sera la première chose qui sera finalisée, ce sera d'ici quelques semaines. Bon.
Alors on va attaquer tout de suite avec le premier sujet. Donc c'est la politique municipale de lutte contre la précarité. Et on va commencer avec l'intervenant Henri Josfovic, conseiller d'arrondissement délégué à la précarité et aux affaires juridiques et administratives. Absolument. Bonsoir à tous. Donc merci d'être venus. C'est encore mieux avec bonsoir à tous. Donc merci d'être venus, même s'il fait chaud. Et en tout cas, on est dans un beau quartier et nous l'aimons comme nous aimons notre 15e. Alors, je vais vous parler donc de la précarité. Que fait la mairie, que font les élus du 15e arrondissement, puisque c'est quand même notre mairie qui est aussi engagée. Il ne faut pas tomber dans cette idée que la mairie ne peut pas faire grand-chose ou n'a pas de pouvoir. Il y a beaucoup de complexité. Ça ne veut pas dire que c'est un levier dormant ou inefficace. Nous faisons tout pour qu'il vive. Alors, je vais parler d'abord de cette délégation qui m'a été confiée il y a 3 ans grâce aux électeurs et par le maire, donc lors de notre premier conseil d'arrondissement. Alors, de quoi traite la délégation à la précarité? C'est très simple, elle va traiter des personnes en situation de précarité, je dirais de grande précarité, ça va être des situations de pauvreté assez poussées, flagrantes, et évidemment des personnes à la rue, même si sous ce vocable de personnes à la rue, de personnes, on va dire, de sans domicile fixe, il y a en fait des situations très, très, très différentes. Voilà, parce que tous les parcours, tous les chemins sont vraiment individuels. Ensuite, donc on traite de ces questions. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? En tant qu'élu, évidemment, il y a d'abord cette coordination avec les différents acteurs, coordination entre les maraudes, je fais une réunion par mois. Je suis en contact permanent avec les associations, avec les structures publiques et privées. Structures publiques, ça peut être par exemple le SAMU social. Les structures privées, je dirais, ce sont toutes les associations qui font des maraudes, qui sont engagées dans la lutte contre la pauvreté. Les associations aussi qui font des accueils de jour, qui vont accueillir des personnes à la rue ou des personnes en grande précarité dans ce qu'on appelle des accueils de jour, pour les aider juridiquement, pour les aider au niveau des soins, pour les aider, je ne sais pas, pour des douches. Ça va être des relations aussi avec des associations qui font de l'aide alimentaire. Nous avons quelques points quelques relais qui font ça dans le 15e. Donc c'est vraiment avec tous ces acteurs qui s'occupent de la précarité. Ensuite, évidemment, il y a donc cette relation avec ces associations, mais relation aussi, j'essaye de faire par exemple, de passer les signalements lorsque certains de mes collègues au conseil d'arrondissement me demandent des éclaircissements sur la situation d'une personne à la rue. Eh bien, je vais saisir les maraudes, je vais saisir les différentes structures. Donc, il y a une information que je transmets de la part de mes collègues, ça peut être de la part d'Anthony, de Laurent. Si jamais ils me signalent quelque chose, j'essaye de mon côté de voir qu'est-ce qu'il en est avec les maraudes. C'est très important, je dirais, dans toute action municipale, le rôle de l'information et du signalement. Inversement, je peux avoir des informations, par exemple, ça peut avoir des cas douloureux, un SDF qui est décédé, eh bien, je vais tenir au courant les associations pour leur dire, voilà, il y a eu le décès de cette personne. Comme ça, elles sont vraiment au courant et c'est quelque chose aussi que les gens apprécient. Donc, il y a beaucoup d'informations à transmettre. Voilà, c'est pas en vase clos. On essaye de tenir au courant les gens, on essaye de parler à toutes les associations. Vraiment, la politique de la mairie du 15e, c'est vraiment sans exclusive. Justement, puisqu'on veut combattre l'exclusion, il n'y a pas d'exclusive. Toutes les associations sont écoutées, laïques ou pas, religieuses ou pas, nationales ou locales. On a vraiment, dans le 15e, la chance d'avoir un très joli kaléidoscope d'associations toutes engagées et toutes motivées, ce qui fait la richesse de notre arrondissement. Et sur ce plan, j'en suis fier. Alors, mis à part les transmissions d'informations, les signalements, ça peut être aussi parfois des événements. Nous avons un petit déjeuner de SDF et de personnes précaires que nous organisons une fois par mois, tous les premiers mercredis du mois. Normalement, il y en aura un demain matin. Et il y a aussi, avec l'Union des institutions sociales du 15e, qui est une association qui fait de la distribution de paniers alimentaires, qui fait ça mardi et mercredi, il y a aussi un dîner coréen organisé tous les premiers jeudis du mois, notamment avec mon prédécesseur que je salue, qui est Marc Esclapez. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que nous faisons. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ensuite, quelles sont les situations? Alors on va un peu entrer dans le cœur du sujet. Il faut savoir que la précarité, c'est évidemment des formes très différentes. Ça peut être par exemple des personnes qui vont être en permanence sur un lieu. Ce n'est pas forcément dans votre quartier. Ça peut être des personnes qui vont passer occasionnellement parce que, par exemple, dans le 15e, nous avons des rues qui sont de véritables axes de passage. Nous avons, je ne sais pas, la Croix-Niver, rue du Commerce, et c'est vrai qu'il y a peut-être plus de fluidité. C'est un peu une leçon qu'on peut retenir. Donc il n'y a pas forcément de personnes fixes sur ce plan. On peut être saisi,
où les personnes peuvent être en journée et puis aller ailleurs. Vous savez, les personnes à la rue ont aussi des espèces de rotation. Par exemple, je sais que entre le sud et du 15e, et je sais pas, je crois Boulogne, il peut y avoir de la circulation entre le 15e et le 14e. Ce sont des gens qui ont aussi leur itinéraire à eux. Et ça, c'est une donnée qu'on essaye de prendre en compte parce qu'évidemment, traiter ces situations, c'est vraiment du long terme, hein. On n'a pas forcément la solution immédiate. On aimerait bien, évidemment, on aimerait bien que la personne soit réinsérée. Il faut savoir une chose, c'est que ça passe vraiment par les intéressés. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Par exemple, je dirais tous les SDF, contrairement à ce qu'on dit, enfin, à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas forcément demandeurs de logement. On va dire, ils n'ont pas fait de demande SIAO, c'est-à-dire auprès du service intégré d'accueil et d'orientation. C'est normalement, vous savez, vous avez le SAMU social qui traite de ces questions d'hébergement, de logement social, qui essaye de voir si les personnes à la rue ont fait des demandes. Eh bien, il y a des personnes qui n'en font pas. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile si la personne n'entend pas, elle entend rester dans la rue. Nous avons effectivement un cadre juridique qui est très strict. Autre aspect, par exemple, il peut y avoir, là aussi, il faut faire très attention, la personne à la rue, ce n'est pas forcément une personne qui mendie. Voilà, les personnes mendiantes, j'ai pu en croiser dans le 15e, ne sont pas loin d'être, c'est loin d'être le cas, sont loin d'être des SDF. Voilà, ça aussi, il faut faire très attention à ces confusions. C'est vrai que quand on ne connaît pas le sujet, on a tendance. Effectivement aussi, attention, on va dire oui, peut-être des problèmes d'alcool, c'est vrai, mais attention, les SDF, et je crois aussi, il ne faut pas négliger cet aspect, peuvent être aussi des personnes très propres et très vigilantes sur la propreté. Pourquoi, par exemple, même si elles sont à la rue, elles vont accepter de se doucher. Il y a un mobile douche, je crois, qui est fait, c'est l'association de Pôle France dans le Sud, mais en tout cas, c'est au contraire des personnes qui ont aussi une véritable dignité. Voilà. Ce qui fait que c'est vraiment un sujet très complexe. Alors, je parle aussi, par exemple, un aspect qui peut être à la fois encourageant et décourageant. Je dirais c'est beaucoup plus facile de traiter des personnes qui sont dans des situations spécifiques. Qu'est-ce que j'entends? C'est par exemple une personne, ça va être, je ne sais pas, une femme avec des enfants, une femme mineure avec des enfants. Ça, effectivement, c'est beaucoup plus facile de traiter. Ensuite, si c'est une famille à la rue, on peut trouver des solutions, puisqu'il y a par exemple la mission d'urgence sociale qui s'occupe de ces situations. Puis peu à peu, si c'est une personne seule, ça va devenir beaucoup plus difficile. Disons qu'on est dans un système, c'est comme ça, c'est la complexité des sociétés modernes, où effectivement il y a une telle spécialisation dans tout que finalement c'est peut-être les cas les plus saillants qui seraient plus faciles normalement à traiter. Et par exemple, je ne sais pas, pour les mineurs, Anthony pourra vous dire qu'il y a, pour les mineurs non accompagnés, normalement, on est censé avoir des structures. Mais c'est vrai que si on n'a plus cet angle de spécificité, ça devient beaucoup plus difficile. Alors attention, ce n'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas passionnant. Alors là aussi, je voudrais rappeler une chose. Évidemment, je vous disais, les SDF ne sont pas forcément demandeurs de logement, pas forcément demandeurs d'accompagnement. Il y a des relations très différentes. Il y en a qui parlent beaucoup, qui se confient, qui vous parlent de leur vie, qui vous parlent même de leur famille, ils en ont. D'autres qui sont beaucoup plus réticents. Et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, de parler avec des personnes qui ne vous disent pas grand-chose ou qui vont vous dire les mêmes choses. Là aussi, c'est le travail des maraudes d'essayer de discuter. Et en général, les maraudes connaissent les SDF. Elles vous diront, oui, on le connaît, celui-là, on sait ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment un travail, un maillage qu'il ne faut pas sous-estimer, même si effectivement, parfois, on a des riverains et on les comprend parce qu'il peut y avoir des problèmes posés par les personnes à la rue. Alors là aussi, ce que je veux dire, c'est que je vais vous rappeler aussi le cadre législatif, réglementaire. Être à la rue, en soi, n'est pas, comment dire, quelque chose d'illégal. Nous n'avons plus de délit de mendicité ou de vagabondage, ça a disparu du code pénal, parce que de toute façon, c'était des délits qui ne pouvaient pas vraiment être réprimés. Ces personnes ne sont pas forcément solvables. Et le fait d'être à la rue, non, ça n'est pas en soi une infraction. Ce qui est une infraction, ça aussi, c'est la doctrine, je vais dire, des libertés publiques françaises, c'est la doctrine, on va dire, de tout citoyen bien constitué. Évidemment, ils n'ont peut-être pas plus de droits, ils n'ont pas moins de droits, mais ils n'en ont pas plus. Par exemple, oui, s'il y a effectivement une infraction, une agression, je ne sais pas, une exhibition, eh bien, rien n'empêche d'appeler, par exemple, la police. Ou d'appeler la police municipale si jamais il y a des encombrements qui vont prendre des proportions démesurées sur la voie publique.
Vous savez que par exemple dans le code pénal, il y a un délit lorsque vous faites une infraction à la sécurité du passage, lorsque ça empêche la liberté de circuler. Si par exemple une personne va se mettre devant une porte d'entrée, une porte d'école pour empêcher les gens de passer, eh bien là, on est dans une infraction. Donc attention, il y a aussi cette possibilité d'intervenir si jamais il y a une infraction ou s'il y a des troubles de l'ordre public, je ne sais pas, des tumultes, des gens qui commencent à se faire menaçants. Voilà. Mais c'est toujours délicat. Il faut véritablement, si jamais il y a un problème, il faut que, il faut que la situation soit caractérisée. En revanche, si la personne comme ça à la rue ne dérange personne, même il y a des habitants qui nous témoignent aussi de leur attention pour tel ou tel SDF. Ce n'est pas forcément des relations d'hostilité. Les gens du 15e sont aussi des gens très généreux, très accueillants. On a aussi de beaux témoignages, même des gens qui nous disent alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, et on essaye de leur dire voilà qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a vu avec lui. Voilà, donc ça c'est vraiment cette situation. En tout cas, la personne, le fait d'être à la rue, ça n'est pas en soi constitutif d'une infraction. En revanche, si jamais il y a une infraction, agression, etc., eh bien, le levier pénal, sécuritaire, peut toujours intervenir. Et sur ce plan, on va dire, les SDF, comme tous les citoyens, ont des droits et des devoirs, et c'est tout à fait normal. Ensuite, alors, on va parler par exemple, qu'est-ce que vous pouvez prévenir ? Normalement, si jamais il y a un cas flagrant, vous voyez, je ne sais pas, une personne à la rue, dans une situation un peu de détresse, rien ne vous empêche, vous, citoyens, d'appeler le SAMU social au 115. Alors attention, évidemment, je ne dis pas, ça peut être long. Il y a un temps d'attente assez long. Il ne faut pas se mentir. Peut-être que vous en avez témoigné. Cela dit, ils peuvent répondre. Parfois, on me demande, tel collègue élu qui me dit « Henri, voilà, il y a vraiment ce problème à telle rue. » Bon, j'essaye d'appeler, j'appelle, je prends mon mal en patience. Et généralement, en tout cas, les gens du SAMU social sont des gens sont quand même réactifs, même s'il faut un peu de temps. Il y a toute une équipe d'opérateurs, puisque, par exemple, le SAMU social gère le 115. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez éventuellement, si vous êtes témoin de quelque chose qui est une infraction pénale, une agression, je ne sais pas, un crachat, quelqu'un qui agresse, ça ne vous empêche pas d'appeler la police et d'appeler le 17. Voilà, le 17, c'est le numéro universel, le numéro qu'il vous faut faire si jamais vous voyez un problème, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, il y a aussi, par exemple, si c'est plutôt quelque chose, une atteinte à la voirie publique, des encombrants, là, on sera effectivement dans ce qui relève de la police municipale, puisque la police municipale, à la différence des autres communes de France, ne traite que d'une partie des questions d'ordre public. Mais par exemple, elle sera compétente pour tout ce qui a trait aux problèmes sur la voirie publique. Là, effectivement, eh bien, vous pourrez faire le 3975 ou je ne sais pas, contacter Anthony si jamais il y a une difficulté. Vous pouvez aussi contacter Valérie et Valérie pourra me transmettre l'information puisqu'elle le fait très bien. Voilà, c'est entre élus, nous fonctionnons et nous essayons de fonctionner comme des vases communicants. Ça, c'est véritablement important parce qu'on a tous deux yeux et c'est toujours important d'avoir le regard, les signalements des autres et c'est vraiment quelque chose auquel nous essayons de faire attention. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire éventuellement, je ne sais pas, si le cœur vous en dit, c'est en fonction aussi de vos envies, de vos sensibilités, peut-être vous rapprocher d'associations, je peux toujours vous mettre en contact. Voilà, là, il ne faut pas se forcer, on a des sensibilités, on a envie de faire, on a envie d'agir. Il y a des personnes qui ont rejoint, par exemple, des actions de distribution alimentaire. Voilà, j'ai eu des cas de certaines personnes qui se sont impliquées. Voilà, c'est vraiment, il y a aussi quelque chose d'assez large. Alors ensuite, qui sont les acteurs ? Je vais vous parler de ces différents acteurs. D'abord, on va parler des acteurs publics, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, on est dans un État moderne, aux ramifications complexes. On est aussi dans une ville avec beaucoup de structures administratives, pour le meilleur et pour le pire. C'est ainsi, eh bien, il y a par exemple le SAMU social. Alors, SAMU social, c'est un groupement d'intérêt public. Ça avait été créé sous Jacques Chirac, je crois, en 1993. Et c'est lui, effectivement, qui va s'occuper de l'hébergement d'urgence, qui va gérer le 115 et qui va aussi faire, dans plusieurs points de Paris, des coordinations de maraude. Voilà. On a beaucoup d'organes de coordination. On a effectivement aussi, de la part de la mairie de Paris, la mission d'urgence sociale, qui est une direction qui est dans la direction des solidarités. Donc ça fait partie de l'administration parisienne et qui va s'occuper plutôt des familles à la rue.
Voilà, même si elle va aussi faire de la coordination, même si elle va faire de la coordination de maraude, mais c'est un interlocuteur qui s'est développé. Alors là aussi, parfois nous avons beaucoup de difficultés dans le 15e, par exemple pour les histoires éventuellement de campement, mais disons-nous plutôt pour les familles à la rue. Et effectivement, ils sont plutôt ciblés familles à la rue et espace public. Voilà, là on est plutôt dans l'administration parisienne. Ensuite, il y a une unité qui s'est développée, qui est apparue il y a quelques années, en 2004 je crois, c'est l'unité d'assistance aux sans-abri, et elle va plutôt intervenir, par exemple, dans les situations du domaine public où les maraudes ne peuvent pas intervenir. Une maraude, par exemple, peut juste passer dans la rue, mais ne peut pas forcément intervenir dans un square, elle ne peut pas intervenir, je ne sais pas, sur un quai. Là, ça sera plutôt pour ce type de situation. On va dire c'est le domaine public, mais un peu le domaine public plus ou moins privatisé, parce que, par exemple, dans un jardin, les règles vont un peu être différentes. Vous n'êtes pas dans la voie publique au sens strict, même si c'est toujours du domaine public. Alors l'UASA peut aussi signaler des personnes à la rue, va intervenir aussi peut-être pour des histoires de mineurs. Alors attention, évidemment, il y a aussi la réalité, c'est que tous les services vont quand même s'intéresser à des situations qui ne sont peut-être pas forcément dans leurs compétences originelles. Alors là aussi, je dirais, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'on a beaucoup de structures. On va toujours dire l'idéal serait de simplifier, mais de l'autre côté, c'est aussi bien d'avoir plusieurs interlocuteurs si jamais il y a une situation, parce que si on fait une saisine, c'est mieux peut-être d'en avoir plusieurs. Alors, ce qui me permet de passer aux associations. Alors, les associations, on a vraiment, je dis bien, dans le 15e arrondissement, on a de la chance. On a vraiment de tout. On a l'Ordre de Malte, qui a même son siège pour l'Ordre de Malte en France, rue des Volontaires. On a la Croix-Rouge. On a Aurore, qui est une association née au 19e siècle, qui est plutôt une association laïque, une association donc nationale. On a effectivement la protection civile et on a aussi des associations locales. On a des maraudes de paroisses. Voilà. Les quelques paroisses du 15e ont des maraudes. Il y a des nouvelles associations qui se sont développées. Par exemple, on a je ne sais pas, par exemple, je vais dire la balade des Lucioles dans ma rue. Là, on a des associations plutôt locales ou qui sont dans Paris, qui ne sont pas forcément en ampleur nationale. Et ce que nous faisons dans le 15e, c'est que nous essayons de les coordonner. Par exemple, lorsqu'elles font des maraudes, on fait en sorte qu'elles ne maraudent pas le même soir. Elles ne vont pas marauder au même moment. Et résultat, ça permet un suivi parce que grâce à ça, elles peuvent se transmettre des informations sur telle personne à la rue. Est-ce que la personne, pourquoi elle s'est absentée, pourquoi elle a disparu? Il peut y avoir des raisons très différentes. Donc dans ces acteurs, nous avons effectivement des associations qui font de l'aide alimentaire. Je salue le Relais Frémicourt, sur lequel la mairie du 15e est intervenue. Alors le Relais Frémicourt, il est, comment dire, je crois que c'est rue, si je vous dis pas, c'est rue Bargue. Il est dans un autre quartier, cependant, il a forcément un éventail qui s'occupe de tout le 15e. Donc ça, c'est très important. Il fait une distribution chaque jour, et c'est vraiment un acteur qu'on a réussi à aider, notamment grâce au maire de notre arrondissement, Philippe Goujon, qui est intervenu pour trouver une aide exceptionnelle, et on a réussi à l'obtenir parce que c'est vraiment un acteur de proximité. Je peux parler de l'UIS, je peux parler vraiment de toutes ces associations et vraiment qui s'entendent. Voilà, ça, on sait que la précarité, la jauge, elle est très dure, c'est des situations compliquées. On aimerait bien les régler en un jour, ça ne se règle pas. Et là, très honnêtement, les associations arrivent à s'entendre parce que le sujet est véritablement, c'est souvent des gros problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que font ces différents acteurs? Alors, ça va être, par exemple, des maraudes. L'élément le plus basique, ça va être juste une rencontre à la rue organisée par 2 bénévoles. Ils vont faire ça le soir. C'est juste pour discuter. Parce que là aussi, il faut attention, les maraudes, il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de spécialisation. Par exemple, il y a des maraudes où on fait intervenir aussi une personne qui est spécialisée dans la psychiatrie. Mais pour autant, il ne faut pas oublier, le rapport avec les SDF, c'est aussi un rapport c'est parler. Vous voyez, le langage humain, c'est véritablement un instrument social. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect dans une société où on a beaucoup tendance à se replier, mais le langage, c'est aussi quelque chose qui nous fait vivre. Voilà, c'est à la fois quelque chose de collectif et d'individuel. C'est ça le mystère. Donc il y a ces maraudes qui font, on va dire, des maraudes relationnelles, des maraudes d'intervention sociale. L'idée, c'est d'écouter
de soutenir et d'orienter, d'accompagner le SDF. Si par exemple il y a des problèmes de santé, on va essayer de l'aider. Ça par exemple, vous en avez plusieurs qui font ça, comme ça peut être Aurore, ça peut être l'Ordre de Malte, ça peut être aussi il y a aussi des maraudes interdisciplinaires d'intervention psychosociale qui vont intervenir par exemple à la gare Montparnasse, mais on a vraiment toute une gamme qui est assez développée. Donc et je dirais là aussi, il vaut mieux peut-être avoir plus que pas assez. Les bonnes volontés ne manquent pas. Alors attention, on voit si on est fait ou non pour les maraudes. Voilà. En général, les gens qui font des maraudes, c'est vraiment que ça leur tient à cœur. Voilà. Parce que c'est accepter de discuter avec des gens, des cas difficiles, des situations où on sait que la personne, elle va essayer de faire un effort, puis finalement, le lendemain, tout est rebattu, toutes les cartes sont rebattues, mais on ne désespère pas. Ensuite, il y a évidemment, je vous ai parlé de la distribution alimentaire, je vous ai parlé des maraudes. Ça peut être aussi des accueils de jour. Accueil de jour, ça va être une sorte d'unité, voilà, où on propose différents services. Ça peut être des prestations, je ne sais pas, sanitaires. On va proposer des douches, on va proposer une laverie pour les vêtements, on va proposer un café le matin, on va proposer une domiciliation. Il y a beaucoup de services. Quelquefois, ça peut être des places de nuit. Et là où nous avons plusieurs accueils de jour, comme par exemple animés par l'association Aurore, par De Pôle France, par Emmaüs, qui sont des relais auprès de personnes à la rue ou de personnes en situation de grande précarité. Ça peut être par exemple des familles qui ont des situations difficiles. Ça peut être effectivement aussi dans ces actions de la domiciliation. Les SDF ont une adresse. Hein. On n'est pas des électrons libres et il y a toujours un rattachement pour le courrier. Il y a par exemple le foyer de Grenelle et toujours Aurore qui fait ça au Clos Feuquières. Ça peut être par exemple aussi des bagageries, des casiers. Voilà, il y a aussi, parce que comme vous le savez, les SDF ont aussi des vêtements, des affaires, donc qu'ils ont avec eux. Et parfois, ils peuvent par exemple faire le choix de passer par exemple la bagagerie d'Antigel. Donc c'est vraiment des structures très différentes, très complémentaires. En tout cas, ça fait aussi partie de cette identité du 15e, cette identité sociale. On n'est pas forcément très connu. Et peut-être une chose que je voudrais signaler, par exemple, on va dire, il y a ce que la loi permet, ce qu'elle admet, et le 15e arrondissement. Par exemple, vous savez que quand on parle de grand froid, normalement, le grand froid, c'est une compétence de l'État. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de régalien. Cependant, la mairie de Paris, déjà, je crois que c'était sous Jacques Chirac, avait mis en place des structures pour accueillir les personnes dans des gymnases. Et le 15e, je dis bien la mairie, a une maison communale à Viollet-Commerce où effectivement on peut accueillir aussi des SDF. Donc on peut aussi intervenir, on peut donner un petit coup de pouce dans ces situations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ? Il y a des nouvelles problématiques qui vont se développer. J'aurais tendance à dire, il y a quand même un public stable. Malheureusement, quand on est à la rue, c'est qu'il y a un ancrage. Hein. Ce n'est pas seulement quelque chose qui est survenu le soir, c'est malheureusement, ça peut être des itinéraires très longs, des douleurs familiales, des problèmes familiaux, psychologiques, qu'on essaye de traiter. Il y a aussi un volet qui est en train de se développer, c'est tout ce qui est de l'ordre de la psychiatrie. Voilà quelque chose dont j'aurais dû vous parler. Par exemple, j'ai été aussi en relation avec Sainte-Anne. Il y a une unité à Sainte-Anne qui s'occupe aussi des gens à la rue. On a essayé de régler une situation pour une personne, et c'est Sainte-Anne qui nous avait donné la clé d'une bonne procédure que nous avons réussi à actionner. Ça, c'est le maire qui avait réussi à le faire. Donc ça, c'est un volet qui est à développer. Voilà. Il y a aussi quelque chose qui est important. Là, je le vois dans les témoignages. C'est par exemple dans le logement des SDF. Eh bien, pour que les personnes sortent, ça peut arriver qu'elles sortent, mais c'est pas parce qu'on a un logement que les choses se terminent. Voilà. C'est pas parce qu'on est casé. Il y a aussi un écosystème. Les SDF sont parfois à plusieurs. Ils ont leur écosystème. C'est pas forcément évident. On peut pas les mettre comme ça dans un dortoir. L'idée, c'est aussi qu'un jour, il puisse y avoir des structures peut-être plus petites. Par exemple, l'opération Hiver Solidaire a plutôt eu un succès parce que c'est des petites unités. Les gens se sentent accueillis. Voilà. Ça, c'est des choses vraiment qui sont à développer. Rassurez-vous, ce n'est pas une question de gestion comptable, les personnes. Alors, ce n'est pas faire des tableurs Excel, celui-là, on va le mettre là. Ça, c'est que dans un monde idéal. Voilà. Ensuite, peut-être un aspect qui se développe, alors, et ça sera pour terminer, parce que j'aime bien vous tenir au courant. Il y a aussi quelque chose, on parle beaucoup du froid, mais il y a aussi le fait que, contrairement à ce qu'on pense,
l'été, ça peut être aussi une saison compliquée pour les personnes à la rue. Voilà. Contrairement à ce qu'on dit, l'été, ça peut être aussi un problème. L'été, bien sûr, on a l'image romantique, il fait chaud, on est en tongs, mais il y a aussi les problèmes d'hydratation. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui va se développer. Voilà, ça c'est vraiment, alors je ne sais pas, peut-être ce sera dû au réchauffement climatique, mais nous nous adaptons toujours aux nouvelles situations. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Anthony Samama, adjoint au maire chargé de la tranquillité publique, de la prévention et de la police municipale. Merci beaucoup. Je vais sans doute parler de l'aspect un peu moins sympathique des SDF en question. Je crois qu'Henri fait un travail formidable et c'est important que certains à la mairie du 15e, des élus, des associations, le SAMU social, prennent en charge ce volet-là d'accompagnement. Mais je crois qu'il faut aussi ne pas se leurrer et ne pas fermer les yeux sur un certain nombre d'entre eux. Encore une fois, je ne veux pas faire d'amalgame, mais il y a un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas tout à fait dans le cas qui vient d'être décrit et qui, au contraire, boivent, se droguent, pillent, violent parfois, commettent un certain nombre d'exactions, y compris dans le 15e arrondissement, et je parle de faits que je connais. Et je crois qu'il faut effectivement adopter une seule posture pour ces gens-là, c'est la fermeté la plus grande et la plus totale, avec malgré tout les difficultés qui sont les nôtres pour agir d'un point de vue judiciaire, mais en tout cas notre volonté, elle est extrêmement ferme, et je le dis avec le plus grand calme, mais aussi la plus grande détermination d'agir sur ces SDF-là en question, qui sont des délinquants et qui empoisonnent la vie d'un quartier lorsqu'ils se mettent à les commettre en bas de certains de vos immeubles. Et dans ce quartier-là, malheureusement, on en paye un certain tribut. Il y en a un certain nombre qui ont germé ces derniers mois, ces dernières années dans ce quartier. Je pense par exemple au boulevard Garibaldi, sous le métro aérien. Tous ne sont pas dangereux, mais il y en a de plus en plus avec des tentes, et à 2-3 autres endroits que vous pourriez connaître. Je vais juste faire une petite incision sur les difficultés, en effet, qui sont les nôtres d'un point de vue juridique. Notre détermination, vous l'avez compris, elle est totale. Néanmoins, on ne peut pas faire ce qu'on veut forcément, parce que d'abord, quand il y a une tente, c'est considéré comme un domicile. Et donc, les leviers d'action qu'on a sont relativement limités. Nous, ce qu'on fait, c'est d'abord essayer de faire un travail hebdomadaire avec les équipes de la police municipale et la direction de la propreté de la ville de Paris pour toutes les semaines passer sur chacun de ces points et à minima essayer d'entamer un dialogue avec eux pour leur demander de partir et de nettoyer, de ramasser les détritus et de nettoyer. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire, et là-dessus, il n'y a aucun problème juridique, et c'est un gros travail que fait la direction de la propreté et la police municipale toutes les semaines, et c'est, je crois, essentiel. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de cas qui sont remontés aux associations qu'évoquait Henri. La deuxième chose, pour les cas les plus durs d'entre eux, c'est travailler avec le commissariat de police pour interpeller les gens qui doivent l'être, et il y en a qui doivent l'être. Ils ont effectivement, comme le disait Henri, pas moins de droits que les autres, mais ils n'en ont pas plus non plus. Et quelqu'un qui s'adonne à un certain nombre de délits, qui se met à moitié nu au milieu de la route, effectivement, il n'y a qu'une seule réponse, c'est une réponse policière. Et donc on intervient là-dessus avec la police, qu'elle soit municipale ou nationale, pour interpeller ces gens-là. Je pense par exemple à une intervention qui a eu lieu au parc Georges Brassens, à la Halle aux Chevaux. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. On avait historiquement depuis de longs mois, pour ne pas dire de longues années, des tentes qui étaient à cet endroit-là. On avait réussi à les faire partir, mais à chaque fois, ils revenaient. Ce n'était pas toujours les mêmes, mais ils revenaient. On a fait une intervention avec la police nationale il y a maintenant 2 semaines de ça. À la clé, interpellation et obligation de quitter le territoire français. C'était des personnes qui étaient illégalement sur notre territoire. Puis à la suite de cela, intervention des services, notamment de la direction de la propreté, pour nettoyer et enlever les tentes et les affaires qui restaient à cet endroit. Donc on arrive quand même à agir sur un certain nombre de points les plus compliqués, les plus durs, avec la ville, avec les services de police également. Mais voilà, je ne veux pas non plus faire croire que c'est des sujets qui sont faciles, c'est des sujets qui sont complexes, parce qu'on parle de pattes humaines, si j'ose dire, on parle de cas extrêmement difficiles, de parcours brisés, mais aussi parce que d'un point de vue juridique, on a un certain nombre de blocages qu'on essaye de lever avec de la médiation, avec des passages qui sont répétés, avec le fait parfois, si vous me permettez l'expression,
les déranger un maximum en leur faisant comprendre que leur présence ici gêne les habitants. Et donc on essaye et on arrive à avoir des résultats. Alors pas toujours évidemment, on peut encore s'améliorer, mais on essaye à force de détermination et de répétition de l'action, si j'ose dire, à avoir des résultats sur un certain nombre de points. Il y en a plusieurs qui sont identifiés. Je crois que vous vouliez évoquer le métro Sèvres-Le-Courbe, où on a depuis longtemps maintenant des tentes qui sont présentes. Il faut savoir qu'il y a d'abord un renouvellement des gens qui sont là. On avait réussi à en faire partir certains, mais d'autres ont pris d'assaut les lieux. Il y en a l'un d'entre eux que peut-être vous connaissez, qui s'appelait Yves, je pense qu'on peut dire son prénom, qui était présent pendant de longues années à cet endroit-là, qui est aujourd'hui écroué à la suite d'une opération de police. Donc cette personne-là n'est plus présente à cet endroit-là, et c'était l'un de ceux qui posait le plus de problèmes à ma connaissance. Mais il en reste pour autant plusieurs qui sont toujours là, 2 ou 3 environ, dont un certain nombre de Roms. Je sors à peine d'une réunion avec Henri, et c'est la raison pour laquelle nous étions en retard, d'une réunion avec les services de ce qu'on appelle la mission d'urgence sociale de la ville de Paris. Ce sont eux qui interviennent, qui coordonnent, qui activent tous ceux qui peuvent l'être pour agir et trouver des réponses. Ce point-là fait partie des 3 points les plus prioritaires à mes yeux, sur lesquels j'ai demandé au service de la ville, au nom de Philippe Goujon, d'intervenir en urgence. On a 150 SDF dans le 15e. On parle des 3 les plus prioritaires, les 3 sur lesquels j'espère qu'on arrivera à agir dans les semaines qui viennent. On est censé les revoir d'ici une semaine pour faire un point là-dessus. En tout cas, notre détermination, elle est complète là-dessus, et on vous tiendra informé le plus rapidement possible. Je ne veux pas crier victoire trop tôt. Je crois qu'on a au moins réussi à mettre les services de la ville autour de la table. Ils ne sont pas forcément sur la même ligne que la nôtre, ou en tout cas que la mienne, sur le discours que je viens de vous tenir. Et c'est eux qui sont aux manettes à l'échelle de Paris, donc il ne faut pas se leurrer non plus. Mais néanmoins, on a réussi à les mettre autour de la table. On a réussi à leur prouver par tout un tas d'exemples que effectivement la situation était critique à Sèvres-le-Courbe. Et l'exemple de Yves en question, qui est aujourd'hui écroué, prouve bien que les cas qu'on souligne sont les cas les plus difficiles. On parle de cas où il y a des personnes qui méritent d'être écrouées. Donc ce cas-là est un cas critique sur lesquels il nous faut agir d'urgence. Il fait partie des points qui ont été signalés, qui ont été placés tout en haut des dossiers. On sort de la réunion, on va laisser quelques jours se passer, on va leur faire confiance et leur accorder le bénéfice du doute. En tout cas, soyez assurés de notre mobilisation à tous pour agir sur ce point-là et pour essayer d'avoir des résultats le plus vite possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez parlé du boulevard Garibaldi et dessous la ligne de métro, et ça nous fera une très bonne transition avec le sujet qui vient après, les espaces verts. Il me semble qu'il y avait un projet. Donc le sujet suivant, c'est la présentation des espaces verts dans le quartier, avec comme intervenant Laurent Racap, adjoint au maire, chargé de la végétalisation de l'espace public, de la nature, de la préservation de la biodiversité et de la condition animale. Ça fait beaucoup. Bonsoir à tous. Ce que je vous propose, alors à la base c'était plus vous parler des espaces verts sur le quartier Cambronne-Garibaldi. Néanmoins le 15e c'est un grand village, donc je vais quand même avant la présentation des espaces verts du quartier, je vais vous parler de manière générale de cette délégation et plus particulièrement sur le 15e arrondissement. Alors c'est vrai, souvent on pense aux espaces verts et à la végétalisation quand les premières vagues de chaleur arrivent. Alors ça tombe bien, là elle commence à arriver. Pourquoi ? Parce que c'est souvent c'est un lieu de promenade, c'est un lieu où on peut trouver de la fraîcheur. C'est aussi, ça aide à lutter à notre échelle contre le réchauffement climatique. Mais il ne faut pas raisonner en termes de végétalisation et en termes de parcs et jardins uniquement en période estivale. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, les parcs et jardins, c'est un réservoir précieux pour la biodiversité. Donc ça fonctionne évidemment toute l'année. Ce que vous voyez au printemps et en été, le travail se fait, je pense notamment au repos des pelouses, se fait pendant la période hivernale, alors parfois à l'automne, mais voilà, donc tout se prépare en amont. Et encore une fois, il ne faut pas raisonner parcs et jardins uniquement printemps et été. D'ailleurs, tout le monde, je suis sûr, ici est déjà allé se promener dans les parcs en hiver. Il y a quand même un certain charme.
Le 15e arrondissement est devenu au fil des années en fait le premier arrondissement en termes d'espaces verts. On a aujourd'hui 59 espaces verts dans le 15e. Alors il y a différentes tailles. Les deux plus gros, c'est certainement Citroën et Brassens. Néanmoins, chaque quartier est bien pourvu en termes d'espaces verts, et le quartier Cambronne-Garibaldi notamment. J'y reviendrai après. Alors, je dis c'est le premier arrondissement en termes d'espaces verts. C'est partiellement vrai si on met le 16e et le 12e arrondissement de côté, qui, eux, bénéficient du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Vous comprendrez que c'est compliqué de lutter quand deux bois sont rattachés à un arrondissement. Mais si on met ces bois-là de côté, c'est le 15e qui est en tête. Il y a eu des nouveaux projets qui se sont concrétisés, qui ont vu le jour sur le 15e. Je vais juste en citer un ou deux. Il y a le jardin Elisabeth Bozzelli à la porte de Versailles. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'avoir un jardin à la place d'une station-service dans une période où les villes commencent à suffoquer, c'est toujours un bon point. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller, c'est à la porte de Versailles. Il y a eu des parcs avec des gros travaux. Je pense à Brassens. Là, les travaux sont terminés. Le parc Brassens, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est juste un petit bijou qui a été réalisé. Et puis, un autre projet qui se concrétise, qui met un petit peu plus de temps, mais qui se concrétise, qui concerne tout le 15e, c'est le fameux arc vert. Et il a, alors tous les points ont l'œil vigilant de la mairie et du maire, mais ce point-là particulièrement. En fait, juste pour vous rappeler, l'arc vert, donc c'est un corridor qui au final fera 8 km, qui part de Brassens, qui donc va le long de la petite ceinture, qui rejoint le parc Citroën, ensuite, qui rejoint le parc Citroën via la petite ceinture, je l'ai dit, qui va se prolonger ensuite sur les berges de Seine aménagées et remonter par les boulevards de Grenelle, Garibaldi, Pasteur, et pour terminer, Montparnasse. Il y a un peu plus d'un an et demi, je ne sais pas si vous êtes passé, le boulevard Pasteur a totalement été métamorphosé et un petit peu plus haut, en s'en allant vers la gare, ce qui était un parking à moto a été transformé en une allée de promenade. Voilà, donc ça c'est un petit peu les grands projets du 15e. Tous n'ont pas avancé à la même vitesse, mais tout est en voie de concrétisation. Et juste vous dire aussi sur la petite ceinture, le maire a réussi à obtenir un nouveau tronçon qui va de la rue de Danzig à la rue Jacques-Baudry. Voilà, donc vous pourrez continuer prochainement à vous promener sur la petite ceinture. En ce qui concerne plus particulièrement les espaces verts du quartier Cambronne-Garibaldi, je l'ai dit, le quartier Cambronne et Garibaldi est bien pourvu en espaces verts. Peut-être, effectivement, pas de grands parcs comme dans d'autres quartiers, mais en tout cas un nombre quand même conséquent. Le square donc vous avez le square de l'Oiseau Lunaire, le square Cambronne, le square Garibaldi, l'avenue de Breteuil et le jardin de l'hôpital Necker. Vous avez aussi des opérations de végétalisation comme la rue Cambronne. On y reviendra certainement. Je sais qu'il y a des remarques notamment sur des amis rongeurs. Je ne les appellerai pas forcément des amis rongeurs, mais pas le mot ami, dirons-nous. Comment ? Non ? Oui, non, appelons un chat, pour le coup c'est le cas de le dire, moi j'appelle ça des rats. Voilà, il y a les nous de l'avenue de Lovendal, projet d'agriculture urbaine dans le campus Necker, et les permis de végétaliser en pied d'arbre avenue de Breteuil. Alors il n'y a pas qu'avenue de Breteuil, mais c'est peut-être là où c'est le plus visible en tout cas. Le square de l'Oiseau Lunaire, vous pouvez y accéder par la rue Blomet. Je pense que vous voyez tous où il se trouve. 43 rue Blomet, surface de 4200 m². Il y a à la fois de la végétalisation, il y a aussi une aire de jeu avec un bac à sable pour les enfants. Il y a possibilité d'y faire du sport, notamment du ping-pong. Vous l'aurez deviné, c'est un square qui doit son nom à la sculpture en bronze qui a été donnée par Miro à la ville. Et en 2022, une nouveauté, de gros pots de fleurs de couleur ont été implantés dans le square afin de préserver les décorations florales. Voilà, certaines personnes trouvaient que le square manquait parfois, ce square-là manquait un petit peu de couleur, et ça a été l'occasion d'insérer ces gros bacs.
Voilà, le conseil de quartier, d'ailleurs, félicitations, a également financé l'installation de boîtes à livres. Et dans ce square, en 2022, ça a été un quartier précurseur sur les boîtes à livres dans le 15e arrondissement et à Paris. Donc félicitations à vous tous. Et je crois, aux dernières nouvelles, que cela fonctionnait plutôt bien. Tu veux dire un Non, mot, juste, Valérie ? le conseil de quartier a aussi financé le baby-foot et l'étape du ping-pong. Oui, alors désolé, j'ai oublié de le dire. Mais voilà. Et le conseil de quartier fait régulièrement ses fêtes de quartier dans ce square-là, parce qu'il est finalement assez central. Vous avez l'un des quartiers les plus étendus du 15e arrondissement. Vous savez, Valérie avait dû vous le dire en début, mais il y a il y a 10 quartiers conseils de quartier, et c'est certainement le plus étendu, ou en tout cas l'un des plus étendus. Vous avez le square Cambronne, qui est au métro Cambronne, 2 rue Alexandre Cabanel, plus petit, 1740 mètres carrés, créé en 1881. Vous l'aurez compris, le square doit lui son nom au général Pierre Cambronne. Et la place, en fait, le conseil de quartier en 2021 a voulu implanter des agrès sportifs pour différentes raisons, et notamment le manque de place. Il n'y a pas pu y avoir d'agrès sportifs. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un agrès sportif? Ce sont voilà, ok, voilà. Bravo madame, vous avez fait la démonstration. Bravo. En 2022, il y a eu 100 000 € de travaux qui ont été réalisés, notamment de remplacer les grilles du square et ces petites spécificités. Il y aura peut-être des questions par la suite sur ce sujet, mais dans ce square, les chiens tenus en laisse sont, tenus en laisse, je précise bien, tolérés uniquement dans les allées du square. Voilà, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les autres squares du 15e. Oui. J'avais une petite question avant qu'on change d'espace vert. Il y a eu l'abattage d'un arbre dans ce square, square Cambronne. Il me semble que c'était un bouleau. Et est-ce qu'il y avait une raison particulière? Alors, l'année dernière. C'est ça. C'était il y a quelques mois, oui. Oui, c'est ça, il y a quelques mois. Effectivement, il y a une raison particulière. Alors, il faut savoir nous, mairie du 15e, on est toujours avertis de l'abattage des arbres. Il y a toujours... normalement, une bonne raison. Sinon, on donne un avis négatif. Là, en l'occurrence, l'arbre en question était malade. Ça peut être ou un arbre malade ou un arbre qui présente des risques suite à une tempête. Voilà. À part certains grands... Voilà, normalement, un arbre n'est pas abattu, à part malheureusement pour certains grands projets dans le sud de l'arrondissement qui ne présentaient pas trop d'intérêt, je ne dirais pas lequel, mais où certaines personnes ont préféré faire abattre des arbres pour faire grandir une tour. Normalement, un arbre n'est abattu que lorsqu'il est malade ou qu'il présente un danger. Et maladie où, a priori, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et on insiste toujours, la mairie du 15e et notamment le maire Philippe Goujon insiste toujours pour qu'il soit remplacé et qu'il ne soit pas remplacé par un arbuste. Parce que vous savez qu'un arbuste n'a pas les mêmes apports bénéfiques qu'un arbre qui a plusieurs dizaines d'années, évidemment. Donc le but est de les remplacer et qui ait le même apport bénéfique. Alors par contre, vous me pardonnerez, je n'ai plus en tête le nom de la maladie. Je sais qu'il était malade, que ça a été un peu, et je le comprends, un traumatisme dans le quartier parce que cet arbre était aimé des habitants. Je ne me rappelle plus du nom de la maladie, il y en a plusieurs, mais voilà. Et autre question, parce que je crois que ça avait été abordé dans différentes réunions de conseils de quartier, est-ce qu'il y a la même pratique, si c'est un abattage d'arbres malades, c'est-à-dire le remplacement d'un arbre par 5 ou 8 autres arbres répartis ou non? Alors, nous, on préfère essayer de remplacer un arbre par un arbre qui a le même apport, plutôt que par... voilà. Okay, non, on ne se limite pas à un arbre, si on peut en avoir 2 ou 3. Parce que je crois que dans le règlement, il y a tout abattage dans la ville de Paris doit être remplacé, doit être compensé par... Il faut le même apport. Après, enfin ça, c'est de toute façon qu'il y ait le même apport en termes de points positifs. On y veille et pareil, lorsqu'il y a un chantier, normalement, et ça le maire insiste là-dessus, ce n'est pas à l'arbre de s'adapter au chantier, mais au chantier de s'adapter à l'arbre. Donc trouver des moyens qu'il y ait un chantier sans que l'arbre en pâtisse et surtout pas qu'il soit abattu comme sur un certain chantier du sud de l'arrondissement.
Oui. Juste pour rappeler Oui. le détail, vous m'aviez envoyé un mail. Oui, vous m'aviez interpellé. Alors peut-être que vous avez le nom de la maladie. Exact. C'est arbre fortement dégradé en partie aérienne par d'agents pathogènes lignivores, foyer de pourriture et ou cavité dans le bois, risque élevé de rupture de toute ou partie du houppier, charpentière, branche par délitement continu. Voilà, merci Monsieur Brassens. Effectivement, vous m'aviez interpellé, je vous avais répondu et merci d'avoir Et retrouvé vous le mail. m'aviez dit qu'il serait remplacé par un arbre semblable Et que nous attendons avec qui impatience. toujours, mais nous c'était veillons. pas un boulot, c'était, je pense, un peu plié, nous quelque chose comme ça. veillons à ce que ça, voilà, ça fait déjà effectivement de longs mois, de trop longs mois, mais nous veillons à ce qu'il soit bien, voilà. J'avais oublié que vous m'aviez interpellé là-dessus. Ensuite, le square Garibaldi, proximité du square Cambronne, 1400 mètres carrés. Il porte le nom de l'homme politique italien Garibaldi qui a permis d'unifier l'Italie. Ça, c'est pour la petite, pour faire le petit passage historique, pour faire plaisir à mon collègue historien Henri Josefovitch. En 2022, donc, le Conseil de quartier a financé là également l'installation d'une boîte à livres et le square va être entièrement refait par le service des espaces verts cet été. Je ne suis pas en mesure là tout de suite de vous donner les dates exactes, mais n'hésitez pas si vous avez besoin des dates plus précises à me contacter ou à contacter Valérie Giovannucci. L'avenue de Breteuil. L'avenue de Breteuil, elle est un peu spécifique. Alors déjà, elle est dans un cadre particulier. On a l'école militaire non loin, enfin plus sur l'avenue de Saxe, mais les Invalides. C'est aussi un lieu de rassemblement. C'est un peu la place centrale je dirais, du nord du quartier Cambronne-Garibaldi. Ce sont de très grandes pelouses. Donc l'avenue de Breteuil, elle est partagée. Une partie est sur le 15e arrondissement, une partie sur le 7e arrondissement. C'est assez important pour ce que je vais vous dire après. Donc là, c'est gigantesque, c'est 35 000 mètres carrés. Au début de l'année 2023, nous avons reçu de nombreuses plaintes des habitants qui ont fait remonter que les pelouses étaient en mauvais état côté 15e. Voilà. Alors il faut savoir que le site, même si une partie est côté 15e, la partie côté 15e n'est pas gérée par la division qui l'entretient, la division du 15e, mais la division du 7e, pour qu'il y ait quand même une certaine uniformité. Cela peut faire sens, mais c'est vrai que du coup, les pelouses n'ont pas été mises en repos suffisamment tôt. Tout a été rattrapé par la suite, tout est rentré dans l'ordre depuis, et les pelouses seront pleinement accessibles fin juin, évidemment de cette année. Voilà. Donc l'avenue de Breteuil, le jardin de l'hôpital Necker, donc là aussi, comme le nom l'indique, il est à l'hôpital Necker, 4000 m², récent, 2018. Il a notamment été lauréat des victoires du paysage en 2020. C'est un lieu qui est ouvert au public. Vous avez les horaires d'affichés, 8h, 19h30 tous les jours. Et un petit peu plus tard, le samedi et le dimanche matin. Je disais que dans les espaces verts, il n'y a pas que les parcs et jardins. Il y a donc l'avenue de Lovendal qui est à côté du square Cambronne et du square Garibaldi et qui va en direction du 7e arrondissement. Certains aiment, certains aiment un petit peu moins le côté sauvage. Tout est question de goût. Et il y a la rue Cambronne qui sur une longueur de 200 mètres, un tout petit peu plus. Il est marqué 200 mètres, mais je crois que c'est 210 de mémoire. Voilà, allez-y. Alors déjà, ça c'est un sujet qui est revenu souvent dans notre conseil de quartier. C'est le non-entretien d'une partie végétalisée de la rue Cambronne. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un des rectangles, des espaces qui est jamais tenu et qui n'est pas traité. Donc ça, c'était une première question. Et la deuxième question, parce que moi j'habite au 5 rue Alexandre Cabanel, donc je connais bien l'avenue Lovendal. Et ça, j'attire l'attention parce que les projets de végétalisation, il y en aura plusieurs. C'est un projet très réussi, cette allée verte. Il y a vraiment ce sentiment d'îlot de fraîcheur et c'est ce qu'il faut. Il en faudrait plus dans Paris. Par contre, il faudra faire attention, je pense qu'on le voit sur la photo, par rapport aux
aux barrières qui ont été installées, la peinture tombe déjà. C'est-à-dire que c'est J'ai pas entendu. les petites barrières qu'on voit en bas pour l'avenue Lovendal. La peinture est déjà en train de s'écailler, de sauter, alors que c'est un parc c'est des espaces verts qui ont été livrés il y a 1 ou 2 ans. Donc ça va commencer à rouiller. Et je pense qu'il faudra se poser la question de leur pérennité. Oui, tout à fait, c'est noté. Et je rajouterais que sur la rue Cambronne, effectivement, on a, c'est ce que je disais, des nombreuses plaintes de rats. Alors on essaye de régler ça au mieux. C'est un vrai sujet. Les rats à Paris, sans faire de polémique, c'est un vrai sujet. Voilà, ça s'était calmé, on va dire ça comme ça. Et on a bien conscience que là, nous avons les rongeurs qui reviennent. Donc nous penchons sur le sujet de manière à ce qu'il y en ait moins, voire plus, et sur du long terme et pas uniquement sur du moyen terme. Voilà, concernant les dégradations qu'il peut y avoir. Après, c'est vrai que quand les rats, pour information, enfin là on était là pour parler des espaces verts, mais je connais bien la rue Cambronne pour habiter pas loin. C'est vrai que c'est les plaintes qui nous reviennent, ce sont les rats. Donc voilà. Je terminerai ensuite, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long. Permis de végétaliser en pied d'arbre, avenue de Breteuil. Alors, il n'y a pas qu'avenue de Breteuil où il y a des arbres, où il y a eu des permis de végétaliser donnés. Néanmoins, comme là, c'est certainement avenue de Breteuil que c'est le plus visible, et par le nombre, et aussi par de très beaux pieds d'arbres. Voilà, c'est l'endroit dont on parle le plus souvent quand on parle des pieds d'arbres dans le 15e arrondissement, parce que c'est un peu la vitrine des pieds d'arbres. Je sais que tu as vu récemment le président. Alors en fait, donc tu pourras en parler. J'ai pas pu être là. là. L'association Les Jardins de Breteuil fait partie de notre conseil de quartier. D'accord. Et donc c'est vrai qu'il a lancé cette idée de jardinier autour de cette avenue de Breteuil. Et j'avoue que les pieds d'arbres sont assez magnifiques. Donc toutes mes félicitations à son association qui fonctionne extrêmement bien, qui est très conviviale et qui crée en plus un lien social extraordinaire. Tout à fait. C'est un très très bon président. Et qui en plus on réussissent l'exploit, donc je pense que ça plaît vraiment à tout le monde, ne sont pas dégradés. Alors qu'on sait qu'il y a parfois des regroupements de jeunes, et suite à parfois des plaintes de riverains, je saisis mon collègue Anthony qui, voilà, le rapport sécurité espace vert. Mais voilà, donc même quand il y a pas mal de passages, et les pieds d'arbres sont assez rarement, voire très rarement dégradés, alors qu'il y a pas mal de passages, et donc ça veut dire qu'en fait ça plaît à tout le monde. Voilà. Et je terminerai par un projet d'agriculture urbaine, le jardin du campus Necker, qui est en cours, qui verra l'année prochaine. Donc juste, je vais pas en parler très très longuement, juste description du site. Donc c'est l'Université de Paris qui met à disposition plusieurs espaces au sein de son bâtiment, qui a été livré en 2019. Plus de 1100 mètres carrés sur dalle, un espace en pleine terre. Alors désolé, je lis les notes parce que c'est vrai que c'est quand même très technique, il y a pas mal de nombres. 800 mètres carrés légèrement vallonnés avec quelques arbres. Et donc il y a des projets qui vont se concrétiser l'année prochaine. Voilà, ce n'est pas désolé pour le côté un peu technique, le nombre de mètres carrés, mais voilà, c'est un projet qui va être intéressant. Donc deux candidatures qui ont été retenues, et afin de végétaliser. Voilà. Tu voulais prendre la parole, Valérie? Non, pas du tout. C'était juste pour dire qu'on l'avait présenté en conseil de quartier aussi. Si donc il y a enfin, si vous voulez aller sur le site de la mairie du 15e, du coup, vous pouvez voir tout le projet en détail, puisqu'on l'avait présenté en réunion publique. Moi, pour terminer, je voudrais vraiment juste vous sensibiliser sur le fait que les arbres, les parcs et jardins, en 2023, c'est plus du luxe, c'est plus du... Enfin, on est vraiment obligé de passer par là. On sait que dans quelques années, les températures seront certainement caniculaires à Paris, et on le voit depuis quelques années. Ce sont de véritables îlots de fraîcheur, et pas uniquement pour nos seniors, ça peut être aussi pour nos enfants l'été.
pour ceux qui n'ont parfois pas la chance de partir en vacances. Et on peut, à notre échelle, essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Et je voudrais que tout le monde, en partant de cette réunion, ait bien ça en tête. Et je voudrais juste revenir. Hier, à la mairie du 15e arrondissement, nous avons reçu pour la diffusion d'un film, son nom m'échappe, excusez-moi, il n'est pas évident, un chef papou qui a fait un film et qui venait de Papouasie sur les arbres. Et on voit à quel point, alors on peut se dire à Paris on est loin de ça, et en fait non, on est vraiment au cœur du sujet. Voilà, j'aimerais que tout le monde en ait conscience. Alors, y a-t-il des questions dans la salle par rapport au sujet qu'on a évoqué? Un micro, s'il vous plaît. Oui, les espaces verts sont très appréciés des habitants du 15e, mais je pense qu'il faut penser aussi aux rues vertes. Je m'étais déjà exprimée, je pensais à la rue des Volontaires, où il y a des établissements scolaires, où il y a le métro volontaire, où les habitants descendent du métro et descendent de la rue des Volontaires, et il n'y a pas du tout de verdure, et c'est très triste. Je l'avais déjà dit, si vous pouviez mettre des bacs, parce que les trottoirs sont larges, il faudrait absolument faire quelque chose. Je vous dis, il y a aussi 3 établissements scolaires. C'est quand même important que ces enfants voient de la verdure là où ils passent. Voilà, alors, je suis totalement d'accord avec vous, madame. Donc, effectivement, les projets que je vous ai... Enfin, les projets, non, ce ne sont plus des projets, mais l'avenue de Lovendal ou voilà, idéalement, c'est ce qu'il faudrait multiplier à Paris, mais le faire en bonne intelligence. Par contre, il y a des endroits où c'est plus simple qu'à d'autres endroits, hein, pour différentes raisons. Maintenant, c'est vrai, en ce qui concerne les bacs, ça peut être une solution, mais le problème des bacs, c'est que c'est souvent ça devient très rapidement des poubelles à ciel ouvert. On ne va pas se mentir, on préfère le plein terre lorsque c'est possible. Et puis, je pense qu'Anthony ou monsieur qui est de la police, vous n'allez pas me contredire. Parfois, dans les bacs, certaines choses peuvent être cachées ou dissimulées. Donc, voilà. Donc, on a tendance à préférer la pleine terre. Maintenant, là où il n'est pas possible de faire la pleine terre, il faut trouver des solutions et nous les trouverons. Voilà. Et le problème des bacs et des jardinières, c'est qu'il faut qu'elles soient entretenues soit par des habitants, soit par des associations, soit par des commerçants. Et c'est pas évident dans cette rue. Excusez-moi, mais on n'a pas évoqué le mur de la paix. Parce qu'on a parlé de l'espace de Breteuil qui se trouve dans le 15e. Oui. Pour le moment, il n'y a pas de sujet. En fait, on en est au même point. Ça n'a pas avancé. Enfin, ça peut bouger d'une journée à l'autre, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, quoi. J'ai pas plus d'informations que les dernières que vous avez pu avoir au conseil d'arrondissement ou dans le magazine Paris 15. Que voilà, il n'y a rien de. Oui, moi je voulais juste signaler que depuis le réaménagement de tout le carrefour Cambronne, les 2 squares, Lovendal et Garibaldi, ont été, square Cambronne et square Garibaldi, ont été remarquablement aménagés. J'aimerais féliciter l'équipe de personnel qui s'occupe de ce square parce qu'il est entretenu magnifiquement. Tous les jours, ils viennent ramasser les papiers, et Dieu sait s'il y en a. Ils tiennent compte des plantes, etc. Il y a une roseraie magnifique autour de la statue du lion sur le square. Et donc, je trouve que le quartier a été métamorphosé. Les allées le long de l'avenue de Lovendal sont superbes. Attention, je les trouve superbes aussi. Quand j'ai dit certaines personnes n'aiment pas, effectivement, il y a des personnes qui auraient aimé quelque chose de plus classique, jardin à la française, enfin voilà. Mais c'est pas. Quand on a enlevé les papiers et les bouteilles, etc., c'est effectivement magnifique. Alors moi, j'ai une suggestion, il y a 2 bancs de chaque côté, et il serait bon de mettre une poubelle à côté de ces bancs.
parce que sans arrêt, il y a des gens qui viennent là manger leur sandwich, etc. Ils n'ont rien pour jeter leur papier, ils le mettent sous le banc, sur le banc, ils laissent tout ça. Je le note, je crois que Valérie le note aussi, nous en parlerons à notre collègue Jean-Yves Pinet. Ce serait bien. Je reviens sur l'histoire des chiens. Alors, les chiens, le square Cambronne est devenu le rendez-vous des propriétaires de chiens. À certaines heures, j'ai compté jusqu'à 20 chiens, dont la plupart en liberté. Les chiens, donc, quand ils sont libres, ils font sur les fleurs, sur les parterres, etc. Quand il y avait la pelouse, bon, c'était la course sur les babales, etc. C'est un square où l'école Montessori, qui est à côté, fait sortir ses enfants, les tout petits, qui font le tour de la pelouse et qui jouent là. Je trouve que j'ai pas envie que ça devienne un parc à chiens. Il y a même des riverains du Champ de Mars qui disent qu'ils viennent là parce qu'ils n'en peuvent plus du Champ de Mars. Et donc là, ils trouvent un environnement évidemment très agréable. Bon. Donc il y a vraiment, je pense, un problème. Alors heureusement, les mesures que vous avez prises ont calmé le jeu. Il y a eu, je pense, quelques contraventions de distribuer, et puis le fait que la pelouse soit protégée. Mais dès qu'on va enlever les barrières de la pelouse, je crains que ça recommence. Alors, on n'était pas là pour parler des caniparks ou des espaces chiens, mais je me doutais en venant dans ce quartier-là, comme dans tous les quartiers, que la question de nos amis à quatre pattes arriverait rapidement. C'est toujours compliqué dans une ville de faire, donc en plus des parcs des jardins, moi dans ma délégation j'ai la condition animale. Dans une ville, c'est toujours très compliqué de faire cohabiter les chiens. Les villes n'ont pas été créées à la base pour les animaux. Maintenant, le but est de pouvoir essayer qu'il y ait une amélioration, mais sans que ce soit au détriment. En fait, le but, comme dans plein de sujets, c'est de faire cohabiter tout le monde. Voilà, une étude va être lancée pour essayer de trouver un courant juin, pour essayer de trouver un endroit où dans le quartier, on pourrait implanter un parc canin de manière à qu'il n'y ait pas de nuisance pour les riverains, que les propriétaires puissent quand même les promener, parce que ça crée aussi des conflits. Le fait qu'il n'y ait pas d'espace canin crée des conflits entre propriétaires et non propriétaires. Maintenant, c'est vrai qu'à Paris, c'est très compliqué de trouver de l'espace. J'ai la même question, j'ai le même sujet qui revient dans à peu près tous les conseils de quartier quand j'interviens. Voilà, il y a d'autres quartiers où on a peut-être trouvé des solutions. Là, une étude va être lancée dans la dizaine de jours qui arrivent pour trouver dans le quartier, sans, encore une fois, que ça pénalise les non-propriétaires. Voilà. Mais c'est très compliqué, je ne dis pas qu'on va arriver à une solution, mais on essaye de la trouver. Et c'est l'un des sujets particulièrement où il peut y avoir plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un projet aboutisse. Si on prend l'allée aux chiens du parc Brassens, où là il n'y avait pas de riverains, vu que c'est contre la préfecture, ça a quand même été des années avant de pouvoir trouver cet espace. Donc, mais le but, c'est que la cohabitation se passe le mieux possible. Peut-être juste là-dessus, 2 mots pour compléter ce que dit Laurent. Effectivement, c'est vrai ce que vous dites, et historiquement, il y a eu énormément de chiens qui sont venus, qui n'étaient pas tenus en laisse, et les gens utilisaient ce parc pour promener leurs chiens. Il y a eu, au moment où on a été saisi de ce problème-là, un renforcement non seulement de la signalétique, c'est-à-dire on a commencé par ajouter un panneau supplémentaire à l'entrée du parc, j'imagine que vous l'avez peut-être vu, pour d'abord faire œuvre de prévention et de sensibiliser les gens sur le rappel des règles, parce qu'il y avait sans doute des gens dans le lot qui, de bonne foi, n'étaient pas au courant, donc on l'a marqué de manière très très claire. Il y a eu des premiers passages de la police municipale qui ont eu lieu, là encore, dans une démarche plutôt préventive, et au fil des semaines, évidemment, on a serré la vis, et il y a eu un certain nombre de contraventions qui ont été, sincèrement, je vous le dis, assez musclées, dans la mesure où les habitants, je suis amené à tourner régulièrement avec la police municipale, et je me souviens notamment d'une d'entre elles où les habitants ont pris à partie les policiers municipaux en leur disant « mais vous n'avez pas mieux à faire que de mettre des contraventions à des gens qui sont simplement là à se promener avec des chiens », et en exposant leurs difficultés, et honnêtement on peut les comprendre dans la mesure où, comme le disait Laurent, il y a peu d'espace canin. Donc moi je pense que la police est là pour faire respecter les règles, et évidemment il y a d'autres priorités que de dresser des contraventions envers ces gens-là. Néanmoins il y a une règle qui est établie, qui est claire.
On a renforcé la signalétique, on a fait de la prévention. Si les gens veulent manifestement contrevenir à la règle, on est là pour sanctionner et dresser des contraventions. C'est ce qui a été fait et je l'assume tout à fait. Néanmoins, on doit quand même trouver une solution parce que manifestement, là, on est au milieu d'un problème et la situation ne convient pas aux gens qui ont des animaux, aux gens qui ont des chiens. Donc je ne sais pas si c'est forcément ce square-là, peut-être pas. Mais on ne peut pas rester dans la situation actuelle. En attendant, on fait appliquer la loi et la règle. La règle, c'est tenue en laisse. S'il y en a qui promènent leur chien sans laisse, il y a des contraventions. On le fait, on l'assume, on le refera autant que nécessaire. Mais je ne serai pas à l'aise pour vous garantir que ad vitam aeternam, ce square-là ou un des squares du quartier ne devienne pas effectivement favorable aux promenades pour les chiens. Le but, en tout cas, est de trouver une solution le plus rapidement possible, ou une solution temporaire. Après ça, il y a on peut aussi le rappeler, je ne sais pas s'il y a des propriétaires de chiens là dans la salle, mais en tout cas, ils pourront regarder la diffusion de ce conseil de quartier. Il y a, alors c'est pas dans le 15e, mais il y a place de Fontenoy, côté 7e arrondissement, à grosso modo 250-300 mètres, un espace. Temporairement, ça peut être une solution. Il y a, sans trahir trop de secrets, vu que c'est à l'ordre du jour d'un autre conseil de quartier, ça fera plus loin, mais sur le quartier Alray Procession, il y a peut-être un espace qui a été trouvé pour un canipark, et justement c'est à l'ordre du prochain conseil de quartier la semaine prochaine. Ça fait un petit peu plus loin, mais voilà, le but est d'essayer de trouver des solutions rapidement, mais pas rapidement et faire tout mal. Le but, c'est que ça se passe bien, la cohabitation. On est dans une ville, il y a forcément une cohabitation et elle est dure à trouver. Les propriétaires comme les non-propriétaires campent fermement sur leur position. Donc le but, c'est que tout se passe pour le mieux. Voilà, alors vous l'avez très bien dit, place de Fontenoy, il y a des pelouses qui sont complètement libres et elles sont devant l'UNESCO, donc ça gêne pas, il n'y a pas de riverains. Donc, et il y a aussi le Champ de Mars. Ce square-là, on le sait, il a été très justement dit, c'est un très beau parc. Il y a un entretien des plantes. Là, j'ai vu encore hier les jardiniers qui sont obligés de mettre des grillages. Donc ça va poser deux problèmes. C'est que justement, c'est pas un parc qui pourra devenir un parc à chiens parce qu'il y a trop de végétation et ça demanderait un entretien colossal. Et aussi tout simplement pour les enfants qui y jouent l'été. En effet, pour l'instant, c'est pas très... Enfin, ça paraît un peu absurde de mettre des contraventions pour ça, mais le jour où s'il y a un enfant qui se fait mordre, je pense qu'on sera plus en train d'avoir le même discours. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Après, bien sûr, c'est difficile, on est à Paris, donc, mais ces parcs, à l'origine, sont faits pour les riverains, pour les habitants, pour profiter des espaces verts. Juste pour terminer, je rebondirai sur ce que vous avez dit, Monsieur Brassens, tout à l'heure. Les jardiniers font un travail exceptionnel. C'est vraiment des personnes qui aiment leur travail. N'hésitez pas, quand vous vous promenez et que vous envoyez, à aller leur dire et les féliciter. Et quand vous prenez le temps d'échanger avec eux, en plus, ce sont des passionnés. Donc, ils vous parleront vraiment de leur travail avec une passion. Et parfois même des conseils, si vous avez des balcons ou encore mieux la chance d'avoir une terrasse, ils vous donneront des conseils et en plus ça leur fera vraiment plaisir que vous alliez les féliciter. Alors moi j'avais une petite question, plutôt une mésaventure pour Monsieur Samama et vous, Monsieur Récapé. C'était par rapport aux pelouses de Breteuil. Donc on a commencé ce mandat avec le mur de la paix, on s'est battu, tous les riverains le savent, pour que ce mur de la paix n'empiète pas sur les pelouses de Breteuil et détruisent bétonisent des espaces verts. Moi, je suis vice-président d'une association sportive dans mon école et on a voulu un après-midi profiter des pelouses de Breteuil, faire un peu de badminton, de volley, de frisbee, profiter des beaux jours pour faire du sport. Et on a eu la mésaventure d'avoir une venue de la police municipale pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de faire de sport sur ces pelouses. Donc ma question, j'en profite ce soir parce que vous êtes tous les deux là, c'est de comprendre comment ça se fait qu'un jour où il fait beau, des jeunes qui ne restent pas sur leur téléphone, qui ont envie de faire du sport, la police leur dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire du sport,
vous pouvez faire autre chose, mais pas du sport sur ces pelouses. Donc voilà. Je crois que c'est exactement ce que vous avez évoqué sur les chiens, c'est-à-dire que c'est des sujets où il faut trouver des compromis. Évidemment, quand on est dans le camp d'en face, on est toujours un peu surpris, tout comme les personnes qui nous disent « mais attendez, je ne comprends pas, des gens qui promènent leurs chiens, les chiens vagabondent tranquillement autour du square, pourquoi vous mettez des contraventions ?» C'est pareil, vous avez évoqué un enfant qui se fait mordre, il peut y avoir un enfant qui se prend un ballon dans la tête et qui est blessé avec ça. Donc, pardon de vous le dire, mais effectivement, c'est la même problématique, c'est le même type de sujet. Il y a des règles, elles s'appliquent pour tous. Et si jamais on souhaite les remettre en cause parce qu'on considère que dans un cas, il n'y a pas assez d'espace sportif, dans l'autre, il n'y a pas assez d'espace canin, on va voir ces élus, on en discute et on essaye de trouver des solutions. Je crois que c'est le cas sur les espaces canins. On a mis le doigt, en tout cas manifestement, sur un sujet. Si vous considérez qu'il y a un sujet sur les espaces sportifs, je suis prêt à en discuter, mais ça me semble tout à fait normal, en effet, que sur les pelouses de Breteuil, tout comme le square, c'est quelque chose qui est fait pour profiter, passer du bon temps, lire un livre, etc., et ne pas prendre le risque de se faire mordre par un chien. Pareil, les pelouses de Breteuil, on n'est pas censé prendre le risque de se prendre un ballon dans la tête. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Après, ce jour-là, honnêtement, il n'y avait personne. Et non, pour continuer, parce que dans le règlement de 2018, pour l'avoir lu, il est stipulé qu'il y a certains sports, c'est toléré dans la mesure où ça gêne personne. À aucun moment ça évoque des questions de frisbee, de badminton. C'est des sports qui sont en théorie qui sont tolérés. Et je ne vois pas à quel moment du badminton pourrait blesser quelqu'un. Enfin, on ne va pas jouer quand il y a un enfant ici, on fait attention, et on n'est pas non plus des chiens, donc je pense qu'on sait faire attention à pas tirer de gens. Alors moi j'allais faire, Anthony a fait exactement la réponse que je voulais faire, donc je le rejoins totalement. Maintenant, effectivement, vous dites qu'il n'y avait pas d'enfants à côté, on n'aurait pas fait du badminton, peut-être aussi que du coup, comme il y avait du badminton ou que vous étiez plusieurs à jouer au foot, enfin, je ne sais pas ce que vous faisiez, mais les parents ne venaient pas avec les enfants et avaient peur, vous voyez. Donc, ce qui est étonnant, excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même souvent des personnes qui font du sport sur ces pelouses et que c'est quand même assez rare que la police intervienne pour donner des contraventions ou dresser des contraventions. Donc, on peut pas tellement. Enfin, c'est difficile de comprendre que tout d'un coup, la police débarque pour mettre des contraventions, alors que 3 jours avant, il y avait des gens qui jouaient calmement au foot ou au badminton et qui visiblement ne dérangeaient personne et n'ont pas eu de contravention. Alors moi je suis pas à la sécurité, mais je pense qu'effectivement, vous m'arrêtez si je me trompe, verbaliser des personnes parce qu'ils font du sport, c'est comme, ça fait un peu mal au cœur. Même s'il y a une règle, faut le faire. C'est un peu comme verbaliser quelqu'un parce qu'il promène son chien. Enfin, je compare pas les sportifs, voilà. Mais c'est peut-être pas là-dessus. On veut faire. Enfin, vous m'arrêtez si je me trompe, mais la règle doit être respectée. Mais c'est peut-être pas là en priorité, parce que quelqu'un qui fait du sport, le verbaliser, au fond, ça fait un peu mal au cœur. Enfin, je pense. Hein. En fait, moi, je voulais juste réagir par rapport au sport. C'est peut-être que ce jour-là, c'était dans leur feuille de mission de passer à cet endroit-là et qu'ils vous ont trouvé, en fait. C'est pas, ils sont venus pour vous. Je pense pas que c'était ça. Hein. Donc, on est bien d'accord. Voilà. C'est le hasard. Mais moi, ce qui m'a ça veut dire qu'ils seraient venus et ils seraient tombés sur des footballeurs et ils auraient eu la même action de dire que c'est pas autorisé de jouer au foot sur la pelouse. Mais moi, si je soulève cette question aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils m'ont dit, écoutez, nous on applique un règlement. C'était valable pour les ballons en cuir, si on veut être très très précis, article 8 du règlement de 2018, mais le reste était tolérable, et ils nous ont dit, mais écoutez, nous on reçoit des consignes. Les jeux de raquettes, à aucun moment c'est interdit. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'ils nous ont dit, nous on nous dit de passer, c'est ce qu'on nous a dit, vous devez voir directement avec eux. Donc moi je pense qu'il faudra à un moment prévoir peut-être une révision du règlement, ou même sur ces pelouses de Breteuil, il me semble qu'il y a 5 pelouses qui sont séparées par la route. Peut-être qu'on pourrait s'accorder sur qu'il y ait une pelouse qui soit un peu plus laxiste, où il y aurait plus de pratiques sportives, parce que honnêtement, si on parle de ça, à Paris, il y a très peu d'espace, on va dire, de place où on a une certaine liberté pour un jeune qui a envie de jouer au foot, ou des gens qui ont envie de courir ou de faire une activité un peu plus libre.
les centres sportifs sont saturés, je le sais parce que je suis vice-président de cette association, donc ça m'a paru quand même étrange que des pelouses où il n'y a pas trop de monde et un jour où il fait beau, on ait ce genre de réflexion. Donc je pense qu'il faudra peut-être prévoir avec des conseils de quartier une solution ou une extension du règlement pour une des pelouses, parce que la situation me paraît un peu burlesque. Moi, je suis ouvert pour parler de tous les sujets, donc pourquoi pas, et dans le cadre d'un futur conseil de quartier, j'ai pas dit que ce serait oui, j'ai pas dit que ce serait non, mais je suis ouvert au débat, et on est associant notre collègue adjointe au sport. Voilà. D'autant que le problème, c'est pas tellement les gens qui font du sport. Le problème des pelouses de l'avenue de Breteuil, c'est plutôt les gens qui viennent assez tard le soir avec de l'alcool, qui font du bruit. C'est vrai, je voulais le dire voilà, tout à l'heure. Donc le problème principal des pelouses de l'avenue de Breteuil, c'est pas les gens qui font du sport ou qui jouent au badminton, c'est plutôt les nuisances à partir de quand il fait beau, à partir de 3h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin, 3h quelquefois plus, hein, c'est plutôt ça le problème. Bien sûr, et on demande quand même, pour vous répondre quand même, on demande aux agents de faire preuve de discernement, c'est-à-dire que ce ne sont pas des robots, ils font preuve de discernement, il y a une forme d'adaptation à avoir en fonction de la gravité de la situation, mais on ne pourra jamais, en tout cas moi je me garderai bien de jeter jamais la pierre à un agent qui fait son travail, c'est-à-dire qu'à partir du moment, si vous me dites qu'il faut vérifier le règlement, on le fera, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas reprocher à un agent de faire respecter la règle. Si on n'est pas content avec la règle, on essaye de la changer. Mais en tout cas, c'est leur travail, avec discernement, encore une fois, de la faire respecter. À votre disposition pour en reparler. Bon, je vais terminer pour mes interventions parce que j'avais noté pour les espaces verts au fil des conseils de quartier des petites observations. Et ma dernière question, c'était par rapport à cette coulée verte, vous en avez parlé tout à l'heure, qui initialement doit partir de Pasteur et finir à Bir Hakeim. Donc nous, c'est bien plus grand que ça en fait, parce que ça va de Brassens, la petite ceinture, en passant par voilà. Non, mais vous parlez plus précisément du cas. Mais pour cette portion sous la ligne de métro, nous on voulait en proposer quelque chose en budget participatif et après avec le conseil de quartier on voulait proposer autre chose et on nous a dit mais il y a déjà un projet. Est-ce que c'est possible de nous dire où ça en est, parce que pour l'instant on a eu un écho qu'il y avait bientôt une suppression des places de parking à cet endroit pour les travaux, mais ça n'a absolument pas avancé. On voit qu'il y a eu des problèmes avec des campements. Peut-être que ce projet-là sera une des solutions ou peut-être un début de solution. Et est-ce que, ça c'est peut-être dans s'il y a projet et si ça se fait, est-ce qu'il y aura une consultation des riverains dans les différentes phases du projet ? Alors, les riverains ont été quand même consultés sur d'autres parties, sur d'autres tronçons qui sont beaucoup plus aboutis. C'est vrai que la partie boulevard Grenelle, boulevard Garibaldi est certainement de tout l'arc vert la partie la moins aboutie par rapport au boulevard Pasteur, par rapport à la petite ceinture qui a commencé il y a déjà un certain nombre d'années. De toute façon, oui, les riverains seront associés parce que je pense que je crois que là, le mandat de ce conseil de quartier se termine, mais certains seront peut-être retirés au sort. Et puis, Valérie sera toujours présente en septembre. Il y aura des réunions publiques. Hein, ça sera pas, on va pas. Déjà, les riverains ont déjà été consultés sur toutes ces parties. On a fait des réunions, des marches exploratoires. Ils ont été consultés et ça a été voté au budget participatif. Donc normalement, ça va voir le jour. Oui. Le timing exact du début, je l'ai plus en tête, mais voilà, je pense que vous avez, je l'ai plus exactement en tête, je vais pas vous mentir. Néanmoins, vous me contactez, je vous le donne dès demain. Et voilà, je pense que on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions de la part du public. Bon. J'ai encore une question. Je t'en prie, Claire. Je voudrais savoir si ce serait imaginable ou envisageable que les jardins de l'UNESCO soient ouverts au public. Ça vous concerne peut-être pas d'ailleurs, mais est-ce qu'on pourrait demander éventuellement que ça soit ouvert au public à un moment ou à un autre ? Moi, je peux faire la demande, mais ça ponctuellement, mais ça dépendra pas de nous en fait. Mais alors a priori Henri Josefovitch a une...
Parce que c'est une question. Alors après, l'UNESCO, c'est une organisation internationale. Donc c'est des relations entre personnes publiques et internationales, donc État et l'UNESCO. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Vous savez, il y a toujours une politique de communication des institutions autour de leur, comment dire, des riverains. Mais bon, voilà. Mais pour le moment, c'est malheureusement, mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour ça se fera, une journée porte ouverte, je ne sais pas, mais voilà, ça peut. Il y en a des. Voilà, il y a déjà, mais ça sera avant que ce soit pérenne. Oui, j'ai bien compris que vous vouliez plus, mais c'est vrai que voilà, ouais. Malheureusement autour de cette table, personne n'est chef d'État, donc personne n'a le moyen. À propos de SDF, est-ce qu'il n'y a pas quelle liberté des restaurants qui sont servis par des SDF? Alors, la question, c'est plutôt comment les anciens se réinsèrent ou ceux qui peuvent être à la rue aident. Par exemple, je sais qu'à la bagagerie d'Antigel, ils ont fait monter dans leur conseil d'administration quelqu'un qui est à la rue, ou qui est... mais c'est toujours... Alors d'abord, la réinsertion est très difficile parce que c'est de revenir dans un cadre stable, régulier. C'est pas toujours évident. On a des cas, des associations qui ont réussi à remettre quelqu'un, entre guillemets, c'est pas forcément le terme le plus approprié, mais sur le marché, ça peut fonctionner. Moi, je pense que c'est une initiative à développer parce que pour prendre un SDF, il faut forcément un ancien. Mais il y a des cas on a des cas de réinsertion. Par exemple, on a des SDF qui vont s'impliquer, qui vont donner un coup de main aux associations où ils sont accueillis. Voilà, on a plutôt cet exemple-là. Voilà. Mais c'est des choses à développer. Après, voilà, comme je vous dis, on parle toujours parfois de rechute. Ça peut être difficile, hein, même quand on a réussi, une association qui a réussi à obtenir quelque chose pour faire... voilà, le SDF a participé, mais en fait, ça s'est révélé un peu plus délicat. Voilà. Mais en général, ils ont quand même un esprit civique. Hein. Ils aiment bien aider. Il y en a qui s'intéressent aussi à leurs collègues. Voilà. Bien, je vous remercie d'avoir participé à cette réunion publique. Je tiens spécialement à remercier Henri pour sa présentation, Anthony pour sa présentation, monsieur de la police municipale, et vous, tous les conseillers de quartier, d'avoir participé pendant 3 ans à nos débats, nos discussions, nos marches exploratoires. J'espère que vous postulerez pour renouveler votre candidature au conseil de quartier au mois d'octobre. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez fait, et merci à mes chers collègues d'être si sympathiques et de venir à presque toutes mes réunions publiques. Merci à Valérie Giovannucci, surtout. Voilà. Merci à vous tous et merci à Valérie Giovannucci qui a fait un travail formidable, qui a encadré toutes ces réunions, qui a été à l'écoute et donc qui nous a accompagnés depuis 3 ans, nous et les autres conseils de quartier. Donc voilà, merci à elle.